Oui, vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio 0826 300 300. On vient parler rugby avec vous pour cette deuxième journée du Top 14. Je parlais de révolution outre-Manche. C'est peu de le dire puisque il va se passer beaucoup de choses. Il pourrait se passer beaucoup de choses d'ici les prochaines années, les prochains mois. De grandes tractations sont en cours du côté de l'Angleterre, de l'Irlande, du Pays de Galles, de l'Écosse, de l'Italie, mais aussi de l'Afrique du Sud. Bonsoir Philippe Spanghero, comment ça va ? Salut Alex, bonsoir à tous. On va parler de quelque chose dont on a appris les contours cette semaine pour vous la faire. Cette semaine, voilà, j'ai une petite info comme quoi il se passait quelque chose de très très important en Angleterre et on a discuté avec Philippe et on avait des sources, pas les mêmes, mais concordantes sur ce qu'il se passait. En quelques mots, pour quelqu'un qui débarque, la Premiership est le championnat professionnel anglais. Et puis vous avez l'URC. L'URC est composé d'équipes irlandaises, galloises, écossaises, italiennes et sud-africaines. Eh bien, ce fonctionnement-là, outre-Manche, pourrait totalement changer. Philippe Spanghero, en quelques mots, comment on peut expliquer ce qui se trame en coulisses ? On peut l'expliquer assez simplement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui rejoint le championnat anglais, le Premiership, et l'URC, le championnat qui réunit tous les pays dont tu viens de parler, c'est le même actionnaire, c'est CVC. On l'avait dit, quand CVC rentrait dans le monde du rugby, on voyait pas bien la révolution que ça pouvait devenir. Mais en l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui. Donc CVC investit massivement dans le rugby du Nord pour l'instant. Et on en a parlé régulièrement ces dernières semaines. Le rugby anglais est en difficulté. Alors là, il y a de nouvelles réflexions qui vont permettre de réinjecter de l'argent dans les clubs, notamment par la fédération avec les contrats de joueurs premium dont on a parlé la semaine dernière, qui vont permettre de réinjecter massivement de l'argent dans les clubs qui ont des joueurs internationaux. Mais ça suffira pas. Le niveau de dette du rugby anglais est très important. Et donc, l'idée de CVC, c'est de sauver un peu leur bille dans le Premiership en réunissant ces deux compétitions et en faisant un grand championnat. Alors, des infos que j'ai de mon côté, il y a même à l'étude un projet de 2 divisions, en fait, d'une première division avec les clubs premium et d'une deuxième division avec tous les 2 infos. Les montées-descentes. La première info parle de montée-descente dans 2 divisions et une autre info parle de conférence. Donc comment, quels sont pour toi quels sont les cas de figure possibles pour cette révolution en Angleterre? Enfin, les deux sont à l'étude. En Irlande. Les deux sont à l'étude, les deux sont viables sur le papier. Après, le sujet, c'est voir vraiment l'écart de niveau qui peut exister potentiellement entre certaines équipes. Mais on voit aujourd'hui que dans l'URC, même des équipes qui étaient de petites équipes il y a quelques années figurent. Je pense aux équipes italiennes, notamment à Trévise. Donc, l'idée de conférence paraît pas délirante. Donc c'est soit de toute façon, il y a trop de clubs pour faire une division, ça c'est clair. On parle de combien de clubs actuellement ? Actuellement, il y a 4 clubs gallois. On a 4 clubs irlandais, donc on est à 8. On a 2 clubs écossais, donc on est à 10. 2 clubs italiens, 12. 10 clubs anglais, 22. Et 4 sud-africains, ça fait 20, on sera à 26 clubs si on garde tout le monde. Oui. Il y a quand même des rumeurs sur la disparition d'une franchise, enfin d'une équipe galloise. Et il y a la question aussi qui se pose pour les Zèbres de Parme qui seraient plus ou moins dans le projet. Mais de toute façon, on parle de plus de 20 équipes. Alors comment on organise plus de 20 équipes dans un seul et même championnat ? A priori, on ne peut pas répondre à cette question sur un championnat. Donc c'est pour ça qu'on a commencer à réfléchir aux solutions de repli, soit de conférence, soit de 2 divisions. Et en effet, ce serait quand même une révolution parce que pourquoi ça nous intéresse et pourquoi ça nous impacte ? Aujourd'hui, on est la locomotive du monde du rugby d'un point de vue économique et sportif. On est le rugby le plus riche et le mieux structuré du monde d'un point de vue professionnel. On est le seul pays du monde qui avons 2 divisions professionnelles dignes de ce nom et réellement justifiées sportivement. Et donc on a mis quand même derrière nous toutes les grandes nations, dont l'Angleterre qui avait une économie qui ressemblait à la nôtre jusqu'à il y a quelques années. Donc si demain il y a un gros bloc qui se restructure dans l'hémisphère nord,
ben on va retrouver une forme de compétition sur les salaires, sur l'attractivité sportive, et forcément ça peut avoir un impact sur notre rugby français. Donc c'est quand même intéressant de regarder de près ce qui se passe. Et notamment, donc du coup, si tout cela se met en place, il y a effectivement la question donc de tous ces clubs-là, de ces deux divisions. Comment, s'il y a deux divisions ou deux conférences, qui va avec qui, ça évidemment toutes les questions seront éludées, enfin travaillées, étudiées les prochains mois. Voilà, c'est ça le mot, étudier les prochains mois. Énorme tractation en cours. Alors, on a d'un côté une information de l'équipe qui nous dit que les Sud-Africains sont pas franchement consultés. Le Télégraphe en Angleterre laisse un peu plus planer le doute. Pourquoi, selon toi, Philippe Spanghero, les Sud-Africains y seront? Assez simplement, je suis surpris de l'information du Télégraphe. C'est exactement le même sujet qu'on a abordé avec les Italiens. Il était question à un moment, il y a quelques années, quand sportivement ils étaient un peu en difficulté, qu'ils sortent du Six Nations pour être remplacés. Et moi, j'avais toujours dit que c'était pas possible parce que ce sont des sociétés commerciales dont ils sont actionnaires. Et pour qu'il y ait une décision qui soit prise, elles doivent être prises à l'unanimité. Donc, vous comprenez bien que les Italiens, c'est une des sources de revenus principales de leur rugby. Ils vont pas voter pour leur exclusion. Et c'est exactement le même cas dans l'URC. On a proposé aux provinces sud-africaines de rejoindre ce championnat, de rejoindre leur société commerciale en leur expliquant... À partir de ce moment-là, ils ont la même voix que les autres. Ils ont la même voix que les autres. On leur a fait miroiter l'arrivée en Champions Cup et dans les grandes compétitions, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, ils sont en train de structurer leur économie autour de ce nouveau modèle et de leur participation au championnat du Nord. Donc, je vois pas comment demain les Sud-Africains, surtout en plus avec ce qui se réorganise dans le rugby du Sud, et notamment les Néo-Zélandais qui se sont rapprochés du Japon pour créer un bloc fort avec le Japon. Les Australiens se retrouvent un peu esselés. On l'a dit aussi récemment, l'économie australienne est très en difficulté. Donc, il n'y a pas d'autre issue que de garder les Sud-Africains. Jamais ils accepteront de revenir dans un modèle de rugby du Sud. Ça t'a franchement surpris de voir que les Sudaf seraient potentiellement pas consultés. Là, vraiment, pour le coup, tu n'y crois absolument pas. Et en même temps, ton argument, il est tout à fait juste. C'est vrai qu'à partir du moment où tu fais rentrer quelqu'un à la table, tu peux pas l'en faire sortir, quoi. À moins qu'ils veuillent partir. Voilà, c'est exactement ça. C'est à moins qu'ils acceptent de partir. Mais comme je te le dis, je vois pas comment ils aucun intérêt à le faire. Parce que aujourd'hui, leur économie, elle est beaucoup plus solide, adossée au rugby du Nord qu'au rugby du Sud, qui est en reconstruction. D'autant plus avec l'arrivée du rugby anglais dans l'équation, qui est quand même, on rappelle, la plus grande fédération du monde. Donc, à partir de là, vraiment, ils ont tout intérêt à y rester. La question que je me pose, question un petit peu d'amateur, parce que quand on regarde un peu les choses de loin, là, Philippe Spanghero, quel est l'intérêt de tout ça? Pourquoi faire ça alors qu'aujourd'hui, l'URC, malgré tout, a l'air d'être un championnat quand même fort intéressant? J'ai plutôt l'impression que c'est la première chip qui est en souffrance. Mais dans cette histoire, on a la sensation que c'est pourtant les Anglais qui viennent prendre le lead. J'ai du mal à comprendre. Alors, les Anglais prennent le lead parce que sur le papier, c'est l'économie la plus forte. Et c'est le cas quand on regarde les valorisations. Mais c'est pas le championnat le plus fort. Non, mais économiquement, si. Parce que quand on regarde très simplement les valorisations qui ont été faites il y a quelques années au moment du Covid, au moment de l'entrée au capital des sociétés commerciales de l'URC et de la première chip par CVC, on voit juste aux valeurs que les valeurs les plus hautes, elles sont sur la première chip. Et donc, en fait, l'intérêt de CVC, c'est d'essayer de sauver un peu les meubles en voyant ce rugby anglais en grande fragilité et en l'adossant à l'URC. Quelque part, ils remettent tous leurs œufs dans le même panier et ils essaient de se servir de l'URC qui s'est plutôt bien structuré pour redonner sa dynamique au championnat anglais. Ça paraît aussi simple que ça, quelque part. Et puis, la lecture que j'en ai, des informations que j'en ai, c'est ce qui se passe. Mais quelque part, au-delà de la volonté de CVC qui a forcément une vision très financière, quelque part, c'est assez logique parce que culturellement, ce rugby britannique, il se ressemble. Les Anglais étaient très à côté puisque ils avaient une ligue professionnelle comme le rugby français très forte et donc la fédération vivait un peu à côté alors qu'en Irlande, au Pays de Galles, en Écosse, la fédération finance directement les provinces. C'était pas le cas en Angleterre. Mais avec l'information de la semaine dernière et de ces contrats avec les clubs qui fournissent des joueurs à l'équipe nationale,
quelque part, on retrouve un schéma dans lequel la fédération va peser beaucoup plus lourd dans les clubs. Et donc, finalement, on retrouve un schéma qui va ressembler aux autres pays britanniques. Et donc, culturellement, parce que c'est exactement le même schéma en Afrique du Sud, culturellement, on va avoir un bloc de pays qui ont le même fonctionnement, avec des fédérations très fortes qui tirent l'économie et qui servent l'économie des clubs ou des provinces. Et la France reste un ovni dans le monde du rugby, avec, comme je le répète souvent, un rugby professionnel qui s'est très bien structuré et qui a des moyens financiers qui lui permettent de vivre quelque part seul, sans attendre quoi que ce soit de la fédération, même si la fédération a un rôle à jouer important, mais il n'y a pas d'attente réelle financière des clubs vis-à-vis de la fédération. Et donc, on est vraiment un modèle particulier. Donc, c'est intéressant de voir comment tout ça va évoluer et de répondre à la question de se dire, est-ce que finalement, notre modèle dans le temps, aussi différent finalement de celui de toutes les grandes nations du rugby, est viable? Ah mais tu sais, franchement, déjà tu l'expliques tellement bien que c'est vraiment absolument passionnant. Et j'ai un milliard de questions qui me viennent. Et je vais aller aussi vers Quentin parce que je pense que toi aussi, Quentin, t'en as plein qui te viennent à l'esprit, en tout cas au moins des réactions. Mais avant toute chose, on en est où là de l'avancée du projet? Quelle est l'étape actuelle, Philippe Spanghero? Et si tu devais estimer une date de mise en service de ce projet qui est toujours, enfin, de cette idée qui est toujours à l'état de projet, et ça se trouve ça va s'arrêter, hein. Mais on en est où là actuellement? Quel est selon toi les pourcents de chances que ça fonctionne, enfin que ça existe, et quand? Ah ben pour moi, le pourcentage que ça existe, il est très élevé. Parce que soit à très court terme, c'est-à-dire l'année prochaine ou dans 2 ans, il y a une vision qui permet de dire que le rugby anglais s'est refait la cerise et peut vivre tout seul, ce que je crois pas. Soit ça ira au bout, parce que les actionnaires qui sont communs ont intérêt que ça se passe. Le prochain appel d'offres, c'est 2026 pour les droits télé. Oui, non, mais de toute façon, pour moi, l'échéance, elle est à très court terme. Mais vous savez, il y a pas de fumée sans feu quand ce genre d'infos sortent, et ça a été le déjà cas bien travaillé. Aussi. Oui, les sujets avancent, et je peux vous dire que il y a des études qui sont menées actuellement de façon très précise pour mesurer l'impact économique de 2 divisions ou de conférences, et pour commencer déjà à se projeter dans le format. Donc la réflexion est quand même assez nourrie et avancée. Tu vois, par exemple, sur le sujet des conférences et des divisions, c'est quand même un sujet qui est très très important parce que c'est deux directions totalement opposées. C'est-à-dire qu'en termes de conférences, on aurait quelque chose d'équilibré, qui serait intéressant, mais qui, entre guillemets, ressemblerait un peu à un foutoir. Alors qu'en termes de 2 divisions, là, pour le coup, tu crées une économie, un microcosme, totalement dédié, mais il va falloir placer des équipes en 2e division et ça va grincer comme il faut. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est plutôt intéressant parce que ça permet quand même d'ouvrir beaucoup plus la réflexion à demain, l'idée d'avoir potentiellement une économie qui permet d'avoir une grosse province en Espagne qui pourrait rejoindre ce championnat, une en Allemagne, pourquoi pas, dans des pays, une en Géorgie. Il y a déjà une faire des invitations. Ouais, des invitations, parce que quelque part finalement c'est le véhicule idéal pour ouvrir au reste de l'Europe hors rugby, hors France pardon. Donc c'est quand même intéressant. Et puis moi, au-delà de ça, le signal d'une 2e division, il me plaît parce que il faut quand même qu'on soit réaliste et qu'on sache regarder avec un peu de hauteur ce qui se passe dans le monde du rugby. C'est-à-dire qu'on a un club, un sport qui a une économie très forte. La Coupe du Monde est le 4e plus gros événement sportif au monde, ça génère des centaines de millions de revenus. On a certains pays où le rugby a une place très importante et malgré tout, tu regardes tout ça et tu te dis, il y a un seul pays au monde où il y a 2 divisions professionnelles, alors que tous les autres sports collectifs, sports collectifs ont 2 divisions professionnelles dans tous les grands pays. Le volley, le basket, le hand. Alors les niveaux de rémunération des joueurs sont pas forcément élevés, mais officiellement c'est leur métier. Et on peut même dire, il y en a quasiment 3 maintenant en France de divisions professionnelles. Franchement, on peut le dire. Il va dire qu'il y a 1 ou 2 clubs. Sur le papier, c'est la réalité. Moi, j'ai toujours un peu de mal à le dire parce que je pense qu'en le disant trop, on se ment et on va dans le mur. La preuve avec tout ce qu'on a vu l'année dernière des cataclysmes de clubs de national.
Quentin, à l'écoute de tout ça là, Oui. qu'est-ce que t'en retiens, qu'est-ce qui te passe par la tête? Ben moi je me dis que finalement ces clubs n'ont pas le choix, ou ces fédérations n'ont pas le choix. Il faut faire quelque chose quand tu vois que. C'est quoi? C'est pour contrer le top 14? Mais non, moi qui a refusé CVC? Alors je vois pas que l'idée de contrer le top 14. Moi je vois aussi le fait de, tu vois tous tes joueurs partir au fur et à mesure. Quand tu vois des Owen Farrell qui viennent en top 14, les jeunes espoirs anglais aussi qui arrivent, les stars qui débarquent même en Pro D2 aujourd'hui. Voilà, tu te dis qu'il y a ça. Il y a des clubs qui font faillite. S'ils agissent pas maintenant, ce sera peut-être trop tard pour eux. Ils ont pas le choix. Il leur faut faire des actions. Toi, tu y vois une contrainte? Ben moi, je pense que c'est ça. Où on va encore avoir des franchises qui vont couler, des clubs qui vont fermer. Et je pense qu'il y a un moment, c'est juste pour sauver leur peau qu'ils sont obligés de changer les choses. Dans un instant sur Sud Radio, on va estimer un peu les conséquences de tout ça. Est-ce la mort de la Coupe d'Europe à venir? Est-ce que le top 14, par son refus d'intégrer les fonds d'investissement comme CVC, devient-il une cible économique de la part des autres grandes nations du rugby? Et puis, surtout très important, l'URC aujourd'hui, l'Irlande dirige globalement l'URC, amène beaucoup de compétences en URC. Est-ce que l'Irlande est d'accord avec cette mise en place? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. On a 30 minutes du coup d'envoi de Stade Toulousain, Stade Rochelet, le grand classique de ces dernières années pour clôturer cette deuxième journée du top 14. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. On est en pleine question, en plein débat autour de cette révolution à venir outre-Manche. Le championnat anglais, la Premiership, devrait fusionner avec l'URC, ce championnat qui regroupe les clubs irlandais, écossais, gallois, italiens et sud-africains. On est avec Philippe Spanghero, toujours on est avec vous au 0826 300 300 avec Quentin Cavani, Enzo Jacquet, et on accueille sur Sud Radio Ed Saraf, journaliste français qui vit en Irlande. Salut Ed. Salut tout le monde. Alors est-ce que tu as mis je m'entends en boucle. Donc je sais pas si voilà, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Ed, t'as passé la semaine avec notamment Rabah Slimani. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est une interview à retrouver dans le Figaro si je me trompe pas, Ed. Ouais. Très intéressant son arrivée du côté du Leinster. Bon, on évoquait cette quand même cette très grande actualité entre la Premiership et l'URC. Je vais te demander dans un instant ce qu'en pensent les médias irlandais et l'opinion irlandaise. Mais avant toute chose, puisque Philippe Spanghero, on va devoir le libérer. Philippe, je voulais d'abord embrayer avec toi sur un sujet. Est-ce la mort de la Coupe d'Europe selon toi? Non, je pense pas. Au contraire, parce que quelque part, ce bloc va rester fort et on sait que, on l'a dit, on l'a assez critiqué, cette Coupe d'Europe, enfin maintenant la Champions Cup, dans ses formats, dans son manque d'impact ces dernières années. Et je crois que les bonnes décisions ont été prises et qu'on revient à un événement structurant pour les clubs du Nord et qu'il faut qu'il continue à exister. Et pour moi, c'est pas du tout antinomique ce qui est en train de se passer avec les Coupes d'Europe. Au contraire, ça doit renforcer encore l'attrait. Je le répète, mais les Sud-Africains sont venus encore densifier cette compétition sportivement et amener une exposition beaucoup plus large d'un point de vue mondial en touchant l'Afrique. Donc non, je crois pas. Je crois que simplement, pour répondre à ta question, il va falloir qu'on fasse attention, nous, rugby français, à pas trop s'ételer parce qu'on va se retrouver face à des grosses nations qui auront beaucoup d'intérêts économiques communs et on sera quand même un peu seul contre tous. Donc c'est un point de vigilance au niveau du poids qu'on va devoir continuer à avoir dans les instances. Et notamment la candidature d'Abdelatif Benazi à la tête de World Rugby prendre l'épaisseur au regard de toutes ces dernières informations ces dernières semaines. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Avec plaisir les amis, bon match. Salut Philippe. Merci beaucoup. Merci Philippe. Ed, justement, journaliste du côté de Dublin, comment ça a été perçu ces dernières informations, l'opinion et les médias, qui l'a pris comment? Tout le monde l'a pris plus ou moins mal, hein, spécialement du côté irlandais et puis écossais. Ça, c'est pas que ça concerne moins les Gallois, mais les Gallois subissent un peu les choses. Par un, comment on va dire, un anglo-welsh, si on peut dire ça comme ça, friendship. Mais l'Irlande a tellement de poids. L'Écosse a un poids de plus en plus important.
Et surtout, ce qui a en fait heurté pas mal de gens, c'est l'absence des équipes sud-africaines. Or, quand l'URC, l'arrivée des équipes sud-africaines... Philippe, à l'instant, nous disait, il y aura les équipes sud-africaines, c'est une certitude. Ah oui, parce qu'ils ont un droit, ils ont un veto. Donc, ils y seront. Avec les équipes sud-africaines, ça ne pourra pas se faire sans. Alors après, bon, les Anglais sont posés pour l'instant. Sont posés pour l'instant. Je pense surtout qu'il y a en fait une affaire d'ego. Il y a un peu de communication aussi parce que tu as aussi l'Angleterre, la fédération anglaise qui montre son incapacité dans la gestion des clubs et dans la gestion économique des clubs. Il faut savoir que tous les clubs anglais, à l'heure actuelle, sont quasiment tous au rouge. Ah oui, bien sûr. Non, ouais. Alors, la fédération débloque beaucoup d'argent. Le naming de Twickenham est là aussi pour en apporter. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais d'ailleurs à Philippe il y a quelques instants, c'est que les demandeurs sont, semble-t-il, plutôt les Anglais. Le championnat faible est, semble-t-il, plutôt la Premiership. Et pourtant, on a la sensation que ce sont les Anglais qui veulent prendre le lead là-dedans, ce qui va forcément heurter les Irlandais à 100%. Et c'est un peu ce que tu es en train de nous dire. Oui, non, mais c'est totalement le cas. Puis ça a heurté surtout les Sud-Africains qui en ont marre en fait d'être ballottés d'un championnat à l'autre. Rappelle-toi, quand tu regardes la Nouvelle-Zélande et ce qui s'est passé avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, à chaque fois il y a eu des nouvelles règles, à chaque fois le championnat il a plus ou moins changé, et donc ils en ont un peu marre en fait d'être ballottés, et ils aiment l'URC. Pour avoir discuté avec d'autres confrères, ils aiment. Tu sens qu'il y a une véritable effervescence autour de l'URC en Afrique du Sud. Donc ça ne pourra que se faire avec les Sud-Africains et les Italiens. Ce que les Anglais ne veulent pas, parce qu'ils veulent tout simplement la couverture pour eux, en fait. Tout simplement. Oui, ça va être une grande guerre d'ego. Rémi Mességué, du côté Toulouse, qui va commenter ce soir ce match entre Toulouse et La Rochelle. Au regard de tout ce qu'on dit, t'as été attentif pendant ces dernières minutes. Comment tu le perçois, toi ? Je le perçois, comme tu le dis, une guerre d'ego. Là, ça va un petit peu jouer à celui qui est la plus grosse, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai l'impression que voilà, moi je peux mettre plus que toi. J'ai envie de reprendre une forme. Les Anglais, je le vois comme une envie de reprendre une forme de suprématie sur le rugby qu'ils ont perdu totalement, et en même temps de l'autre côté, les Sud-Africains qui n'existent plus trop dans le rugby de l'hémisphère sud, même s'ils sont champions du monde. Malgré tout, on sait que la Nouvelle-Zélande et l'Australie fonctionnent un petit peu à deux. L'Afrique du Sud a toujours été à part. À l'époque du Tri-Nation, déjà, les voyages, en géographie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'est à côté. L'Afrique du Sud a toujours été le long voyage à faire. Maintenant, il y a l'Argentine en plus. J'ai l'impression que voilà, on est sur deux nations qui sont un petit peu perdues, entre guillemets, et qui essayent de trouver leur place. Maintenant, où elle sera cette place, et chacune essaie de se mettre. Et il y aura, j'ai l'impression, pas de la place pour deux, en tout cas, tant qu'ils resteront sur ces idées-là. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. William, au 0826 300 300, nous rejoint. Salut William. Ouais, bonsoir à tous. Comment ça va, William ? Pleine forme, très bon week-end, beaucoup de rugby, un peu de soleil, tout va bien. Beaucoup de très bon rugby d'ailleurs ce week-end. Toi qui suis avec beaucoup d'attention le championnat anglais et ce qui se passe en Angleterre, quel est ton regard sur cette révolution qui est potentiellement à venir outre-Manche ? Le premier effet, c'est que j'ai mal à la tête parce qu'on propose des solutions tous les ans, des nouvelles compétitions. Il faut qu'on soit prêt à ça parce que la partie économique, comme l'a présenté Philippe, est tellement importante maintenant que la tradition du local ou du championnat local en tous les cas sera oubliée avec une logique économique. Que les Anglais essaient de dominer les discussions, ça a toujours été plus ou moins le cas depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le rugby. Donc c'est pas une grande surprise. J'ai un peu l'impression du mec qui fait ses comptes en fin de mois, il reste une semaine, il n'y a plus de rond et il faut trouver une solution. J'ai un peu cette sensation qu'on est vraiment en train de chercher une solution pour que les mecs, les fédérations et les clubs ne beurrent pas. Et ça c'est relativement inquiétant parce que cette compétition pourra durer 1 an, 2 ans, 3 ans bien sûr, mais c'est quand même inquiétant sur la capacité des clubs à vivre 4, 5, 6, 8, 10 ans et mettre en péril la carrière de joueurs, la carrière des salariés, enfin des choses assez importantes. Ouais. C'est pas extrêmement rassurant, Alex. On sait que, alors, a priori, il y a 2 cas de figure, Ed. Soit on partirait sur 2 conférences, soit sur 2 divisions.
admettons, parce que les deux conférences c'est facile à mettre en place, ça y a pas de problème. Je pense que personne ne serait déçu de ce choix-là. Par contre, si demain, pour la lecture du truc et pour la profondeur de l'idée, on choisit d'aller vers 2 divisions. Imagine demain le connard qui reçoive un email, vous serez dans la 2e division. Non, comment ça se passe là ? En fait, c'est pour ça que je pense que la division. Parce que clairement, en Irlande, s'il y en a un qui descend, c'est le connard. C'est infaisable. Pour moi, c'est infaisable. Va dire aux Gallois ou aux Écossais, en fait. Va dire aux Gallois et aux Écossais, bah vous allez être. Il y aura un club en première division et un autre en 2e. T'imagines ? Tu débarques en Écosse, tu fais bon bah Glasgow 2e division. Hop. Non, mais en fait, c'est ce qui pourrait arriver avec les Anglais. Si c'est uniquement les Irlandais, Anglais, Écossais et Gallois. Ce qui, pour moi, en fait, affaiblirait. En plus, si jamais ça devait arriver, ça affaiblirait en fait les nations pour le coup. Ça affaiblirait le championnat. La présence des Sud-Africains fait que tu peux avoir en fait une conférence. Tu peux avoir deux conférences. Un petit peu, tu sais, comme en NBA, en fait, la conférence Est, la conférence Ouest. Voilà, tu peux avoir ce genre de choses. C'est beaucoup plus excitant en plus. Pour le coup. Bah clairement, tu peux couper tout en deux. Hein. Tu prends 2 Irlandais d'un côté, 2 Irlandais de l'autre, 5 Anglais d'un côté, 5 Anglais de l'autre, une franchise écossaise dans chaque conférence, 2 franchises galloises dans chaque conférence, une franchise italienne dans chaque conférence et 2 franchises sud-africaines dans chaque conférence. Et c'est très facile à faire. Bon, pour le coup. Non, mais ça peut être pas compliqué. Ça peut être très excitant. La seule chose aussi, c'est que tu as aussi l'homogénéité économique des clubs. Et il y a des clubs qui sont dans un état économique extrêmement grave. Et moi, je pense en particulier aux clubs gallois, même si la fédération... Il y a une franchise déjà qui est sur la sellette. Hein. On sait très bien que les Gallois, ils peuvent plus gérer toutes les franchises. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Non, mais bon, il y a eu des réformes au sein de la fédération. Ça va prendre des années avant que... Il y a des changements, il y a des réformes... ça va prendre des années avant que ça porte ses fruits. Mais les Gallois, à l'heure actuelle, les clubs gallois sont en train de s'effondrer. Moi, je te parle en fait des clubs pro. Ils sont en train de s'effondrer. Et puis, comme la chaîne de formation au Pays de Galles, elle est cassée, il y a quasiment plus de véritable talent qui ressort. C'est quasiment le rugby gallois là qui est en train de... Bah pour eux c'est une bénédiction alors cette histoire. Ils vont pousser pour, hein, non ? Oui. Ils vont prendre l'argent de CVC et puis banco. Hein. Il y a une possibilité en fait qui pousse à ce qu'il y ait plutôt un anglo-welsh, on va dire ça comme ça, un championnat on va dire anglais gallois, que plutôt basculer vers une sorte de Super League quoi. Ouais. Voilà, ce qui pour moi alors en l'état actuel des choses serait le plus logique pour les Gallois. Pour les Gallois, en tout cas, c'est un sujet extrêmement intéressant, beaucoup de choses à évoquer. Puis on suivra le dossier, vous le savez sur Sud Radio, on suit tous ces dossiers stratégiques. Merci beaucoup Ed d'avoir été avec nous et en quelques mots là, pourquoi, selon toi, il faut tout de suite aller sur le Figaro et lire l'interview de Rabah Slimani en quelques mots? Parce que il est génial, parce que c'est rare de voir un Français jouer à l'URC, puis c'est le premier Français en fait à jouer au Leinster, c'est pas rien. Mais c'est le deuxième joueur français après Antoine Frisch à jouer en Irlande, donc et puis Julien Brugnot à l'époque. Julien Brugnot à l'époque avec le Munster. Il y a très longtemps. Mais non, il est en train de vivre une vie. Il est en train de vivre quand même un sacré moment au Leinster. Il est extrêmement bien entouré. On sent qu'il a envie de faire quelque chose de grand à Dublin. Et puis, bon, on va dire plus si affinité, c'est-à-dire que là, il y a l'idée, donc il va jouer, mais il y a aussi l'idée de transmettre auprès des jeunes. C'est ce que Léo Cullen et puis Jacques Nienaber et Robin McBride lui ont dit, aussi de transmettre auprès des jeunes. Et puis, qui sait... pourquoi pas un jour intégrer le staff, hein.
Comment ? Pourquoi pas un jour intégrer le staff Voilà, et puis il n'a pas fermé la porte aux Bleus, donc... c'est ce que je voulais demander, est-ce qu'il envisage toujours Mais il faut qu'on retour avance, Quentin. Tout ça, c'est dans l'interview. On va pas tout dévoiler parce que c'est quand même une interview auprès du Figaro. Voilà, c'est important. Il faut que ça aussi se soit payé pour le Figaro qui met en place des choses quand même. 10 panneaux au bleu. Et 10 panneaux bleus. Voilà. Merci beaucoup, Ed, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Très belle soirée. T'as un petit pronostic, Toulouse ou La Rochelle ce soir? Je suis obligé de dire La Rochelle. Très bien, bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ed. Serré, très serré. Allez, on va dire sur un point. Un point, voilà. Un point, ce serait à l'image de cette deuxième journée du Top 14. Merci, Ed, d'avoir été avec nous.